Il y a 11 700 ans, avec l'apparition du changement climatique à travers le monde, l'époque de l'Holocène a commencé. Sortis de l'ère glaciaire du Pléistocène, les premiers humains s'étaient installés sur presque toute la planète, de l'Amérique à l'Australie, prêts à dominer le monde. Les grandes menaces de la mégafaune dangereuse du Pléistocène et les glaciers en ruine avaient presque disparu, laissant l'humanité au seuil de la civilisation. Au Moyen-Orient et dans une grande partie de l'Europe, les premiers humains s'étaient installés dans des établissements permanents et étaient emportés par une avancée technologique majeure, l'agriculture. Ce monde n'était pas sans défis. Des animaux dangereux menaçaient encore certains établissements, des bandes de pillards ont déclenché la guerre, et les maladies restaient une menace constante. Cependant, les innovations se multipliaient et les populations augmentaient, et la sécurité pouvait être trouvée dans les proto-villages qui apparaissaient à travers le monde antique. Holocène examinant comment le monde a quitté le Pléistocène et s'est plongé dans cette nouvelle ère, prêt avec des outils agricoles. C'est un voyage qui s'étendra sur des milliers d'années et des milliers de kilomètres, alors installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à rencontrer vos ancêtres. Le Pléistocène évoque généralement l'image des premiers humains, ou de l'aube de l'humanité. Les tribus de l'âge de pierre se sont répandues dans le monde, récoltant les plantes sauvages et se défendant contre la mégafaune locale. Les mammouths, les rhinocéros laineux, les lions et les ours des cavernes, les marsupiaux géants et les énormes paresseux terrestres existaient il n'y a qu'un pas de notre époque moderne, et peut-être, sans ces chasseurs de l'âge de pierre, seraient-ils encore là aujourd'hui ? Bien que le changement climatique ait probablement contribué à la diminution du nombre de ces bêtes anciennes, il existe de nombreuses preuves que les premiers humains chassaient de beaucoup de ces animaux, et certaines espèces ont même disparu avec l'arrivée des humains dans leurs habitats d'origine. Alors que la mégafaune a disparu avant le début de l'Holocène, la fin du Pléistocène a été caractérisée par un changement climatique mondial qui a généralement entraîné une hausse des températures sur tous les continents du monde. Cette augmentation des températures mettrait fin à la dernière ère glaciaire, durant laquelle les glaciers retenaient beaucoup d'eau de mer, abaissant ainsi le niveau mondial des océans. La baisse du niveau de la mer pendant le Pléistocène a entraîné la formation de plusieurs ponts terrestres qui sont aujourd'hui submergés sous les vagues. En utilisant ces ponts terrestres, les hommes et les animaux ont pu accéder à des régions qui sont aujourd'hui isolées, comme l'Amérique du Nord et l'Australie. Lorsque les températures ont augmenté, les glaciers ont fondu, libérant une grande partie de l'eau qui y était emprisonnée. D'aussi grandes quantités d'eau ont été libérées que le niveau de la mer a augmenté de plus de 120 mètres, soit environ 400 pieds, à la fin de l'ère glaciaire. Ce processus a été progressif et n'a pas commencé au début de l'Holocène. Les glaciers ont commencé à fondre il y a environ 19 000 ans et la fonte a atteint son apogée, mettant ainsi fin au dernier maximum glaciaire entre 11 000 et 10 000 ans auparavant. La fin de l'ère glaciaire marque le début de l'Holocène. Avec la hausse des températures et la fonte des glaces, les environnements mondiaux évoluaient également. Cela a entraîné le déclin naturel de la mégafaune. Là où les humains n'étaient pas responsables, certains animaux trop spécialisés n'ont pas pu s'adapter au changement et ont disparu, appartenant désormais au passé. Un des plus grands changements d'habitat s'observe à travers l'Eurasie. Au Pléistocène, l'Eurasie était caractérisée par la puissante steppe à mammouth, le plus grand habitat continu du monde dans l'histoire naturelle connue. La steppe, composée de vastes prairies sèches, de plaines ouvertes et de collines rocheuses, s'étendait de la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Chine à l'est. Au nord, elle s'étendait depuis le cercle arctique et couvrait des terres jusqu'au sud de l'Europe et au Moyen-Orient. La steppe des mammouths abritait un nombre colossal de mammifères mégaphoniques tels que les rhinocéros laineux, les ours des cavernes, l'élan d'Irlande, l'élasmotherium et bien sûr le légendaire mammouth laineux.
Les premiers humains se sont bien adaptés à la steppe, installant des camps temporaires nomades à travers celle-ci, alors qu'ils suivaient les troupeaux et chassaient la mégafaune, quelle que soit leur taille. La steppe des mammouths a disparu avec le réchauffement et l'humidification de la terre, les plaines cédant la place à des forêts luxuriantes, feuillues ou de conifères selon les régions. Les plus grands animaux restés sur les terres autrefois dominées par les mammouths comprenaient désormais des bisons, des cerfs, des aurochs, des loups, des chevaux et des chameaux. Les humains se sont bien adaptés à ce changement et se sont rapidement retrouvés au seuil de certains des plus grands bouleversements que notre espèce ait jamais connus. Pour la plupart, les humains au début de l'Holocène étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Ils dépendaient de la chasse des grands mammifères ongulés qu'on pouvait trouver partout dans le monde en utilisant leurs lances pointues à pointe de pierre et des atlatls. À cette époque, les plantes dont ils dépendaient, baies, racines, céréales et tubercules, poussaient à l'état sauvage, mais cela allait bientôt changer. Il y a entre 10 et 12 000 ans, dans certaines régions du monde, principalement le croissant fertile, dans ce qui est aujourd'hui le Levant et le Moyen-Orient, les humains ont commencé à s'installer dans des communautés permanentes, qui ne suivaient plus les migrations saisonnières des animaux. Cela a coïncidé à l'échelle mondiale avec l'apparition de l'agriculture dans les anciennes communautés humaines, ce qui n'a pas été un événement unique, mais une série d'innovations indépendantes, influencées par les changements environnementaux et l'arrivée de migrants humains dans des établissements où l'agriculture n'avait pas encore été développée. Cette ère d'agriculture et de sédentarisation est appelée révolution néolithique. A débuté quand les humains ont compris la domestication des graines. Dans le croissant fertile, les humains ont commencé à planter des céréales et, après de nombreux essais et erreurs, ils ont compris qu'ils pouvaient les semer et les récolter chaque année. C'était essentiellement, à condition que les récoltes ne ratent pas, une source inépuisable de nourriture, ce qui signifiait que les humains n'avaient plus besoin de passer autant de temps à chasser et à cueillir dans la nature pour se nourrir. La chasse existait toujours, mais planter des graines permettait aux humains de ne plus voyager sans cesse pour trouver de nouveaux territoires. Il y avait en théorie un approvisionnement constant en nourriture à la maison. Au fil des siècles, les humains ont remarqué les caractéristiques favorables de leur culture pour obtenir chaque année les plantes les plus grandes et résistantes. Sélectionner des graines de plantes saines à racines solides assurait de grandes récoltes et la meilleure nourriture sur le long terme. C'était le début de la sélection artificielle des plantes. Vers 9500 avant Jésus-Christ, les cultures néolithiques furent domestiquées, jouant ensuite un rôle clé dans l'alimentation des peuples anciens du monde. Ces cultures, l'amidonnier, l'engrain, l'orge, les pois, la vessie amère, les pois chiches, les lentilles et le lin, se retrouvent sur des sites archéologiques dans la majeure partie du croissant fertile et des régions adjacentes et étaient récoltées en masse. L'agriculture s'est progressivement diffusée depuis le croissant fertile. Les toutes premières communautés égyptiennes vivant sur les rives du Nil ont commencé à cultiver leurs propres récoltes vers 8000 ans avant Jésus-Christ, tandis que les anciens agriculteurs en Chine plantaient des rizières à peu près à la même époque. Les agriculteurs des Amériques découvrirent l'agriculture indépendamment peu après, mais d'autres variétés de cultures étaient présentes dans le Nouveau Monde. Ici, le maïs était un aliment de base, mais les tomates, les pommes de terre, le poivron, les haricots et les courges l'accompagnaient. L'agriculture arriverait en Europe de l'Ouest bien plus tard, se répandant par la Grèce alors que les gens échangeaient leur culture et migraient d'un endroit à un autre. Peu à peu, les populations de chasseurs-cueilleurs ont disparu du continent, puis bientôt du monde entier. Seules les communautés les plus isolées sont restées chasseurs-cueilleurs, et certaines tribus vivant dans des endroits extrêmement reculés, comme celle de la forêt amazonienne, continuent de chasser et de cueillir aujourd'hui. Cependant, l'agriculture a apporté plus d'avantages qu'un simple approvisionnement régulier en nourriture. Avec plus de nourriture disponible, davantage de personnes pouvaient vivre dans une même communauté. Avec plus de personnes dans une communauté, la défense était renforcée et la technologie pouvait prospérer.
La révolution néolithique n'a pas seulement domestiqué les plantes. Les animaux allaient bientôt passer sous le contrôle et la domination de l'humanité pour la viande, le lait, les fourrures, le travail et la compagnie. Les humains avaient déjà domestiqué le chien à partir des populations de loups gris du Pléistocène, et au moment où l'agriculture a été découverte, les chiens étaient des compagnons fidèles, aidant les humains à chasser et à se défendre contre les menaces envers la tribu. En attirant les animaux près des établissements humains, en leur fournissant de la nourriture et de l'eau, et en les rendant finalement dépendants des soins humains, nous avons pu domestiquer une poignée d'animaux extrêmement utiles. Désormais, nous aurions un approvisionnement régulier en viande ainsi qu'en plantes, ce qui ajouterait encore un niveau de fiabilité à la vie dans un établissement. La domestication du mouton et de la chèvre fut l'une des premières avancées de l'Holocène en matière d'élevage, à partir des populations sauvages de mouflons et de bouquetins respectivement. Cela s'est produit pour la première fois il y a environ 11 000 ans et a permis aux humains d'avoir un accès régulier à la viande et au lait, ainsi qu'à la laine dans le cas du mouton. La laine servait à fabriquer des vêtements chauds pour affronter les nuits froides et les hivers, et comme la viande, elle était disponible chaque année selon les saisons. Cela signifiait que les humains n'avaient plus besoin de dépendre entièrement des peaux d'animaux sauvages pour se protéger des éléments. Peu de temps après, il y a environ 10 500 ans, les premiers bovins commencèrent à apparaître dans les établissements humains, descendants de l'aurochs aujourd'hui disparu. Les bovins, étant beaucoup plus grands que les moutons, pouvaient fournir une plus grande quantité de viande et de lait, mais pouvaient aussi être utilisés avec le temps pour tirer des charrues et des charrettes, ce qui réduirait à nouveau la quantité de travail manuel nécessaire aux humains dans les établissements. Puis en 8500 avant Jésus-Christ, les humains ont domestiqué le cochon pour la première fois. Issu du sanglier sauvage qui était, et était toujours, répandu à travers l'Eurasie, le cochon représentait une nouvelle source de viande. De plus, le fumier de ces animaux servait à fertiliser les cultures chaque année, améliorant nettement la qualité et la quantité des récoltes. Avec le temps, ânes et chevaux suivraient le même chemin. Utilisés d'abord pour leur viande et leur lait, puis pour le travail, les chevaux allaient rapidement devenir des montures, une forme très précoce de moyen de transport rapide. À cheval, un homme pouvait parcourir de grandes distances beaucoup plus rapidement qu'il voyage d'un village à l'autre ou qu'il parte à la guerre. Progressivement, de plus en plus d'animaux allaient se retrouver sous la garde des humains. Chats, poules, cailles, chameaux, cochons d'Inde, buffles, yaks, pigeons et canards sont quelques animaux que nous avons domestiqués au fil des années. Après l'avènement de l'agriculture, ils servent à de nombreuses tâches et usages. Grâce à la puissance des animaux et des plantes, les premières civilisations émergèrent rapidement au début de l'Holocène. L'une des forces motrices derrière le progrès technologique au début de l'Holocène fut la découverte et l'utilisation du métal. Il y a environ 8000 ans, les premières traces de métallurgie apparaissent dans les archives archéologiques avec de petits morceaux de cuivre assemblés en perles décoratives. Ces premiers exemples de métallurgie proviennent du Croissant fertile, plus précisément dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak. L'avènement de cette nouvelle ère de découverte des métaux allait finalement conduire les premiers humains hors de l'âge de pierre et vers le chalcolithique. Bientôt, les humains allaient sans doute découvrir que le métal était plus durable et fiable que la pierre, et progressivement, les outils en pierre furent remplacés par des outils en cuivre. Vers 4500 ans avant Jésus-Christ, les premiers humains allaient découvrir que le métal chauffé pouvait être fondu et moulé sous diverses formes. Les bifaces en pierre furent remplacés par des couteaux en cuivre et des haches durables, utilisées aussi hors du combat, mais aussi pour défricher de grandes forêts pour le bois. L'apparition des clous en cuivre permit d'assembler le bois et de créer des structures plus solides, rendant les établissements plus permanents. Bien sûr, le cuivre ne serait pas le seul métal exploité au début de l'Holocène, et bientôt le monde passerait respectivement à l'âge du bronze puis à l'âge du fer. Avec le bronze, les humains pouvaient fabriquer des haches et des pointes de lance encore plus efficaces,
mais aussi de nouveaux outils de construction comme des marteaux et des ciseaux, des scies et des pics. Avec l'avènement du fer, tous ces outils deviendraient encore plus solides. Mais le fer a également eu un effet notable sur le monde agricole. Les charrues étaient en fabriquer jetant fer à l'âge du fer, ce qui permettait de labourer rapidement le sol et de le préparer pour les semences. Ces charrues pouvaient aussi être tirées par des bovins, ânes ou chevaux, les rendant plus efficaces et rapides. Le fer permettait aussi de produire des faucilles solides et réutilisables, facilitant la récolte rapide des cultures mûres chaque année. Bientôt le fer s'avérera aussi utile pour l'armement et la guerre dans ces anciens établissements. On pense que les humains auraient pratiqué des formes simples de guerre dès l'âge de pierre, où des pillards tribaux envahissaient les territoires des autres pour s'approprier des ressources pour eux-mêmes. Le néolithique en témoigne notamment avec le massacre brutal de Schlitz dans l'actuelle Autriche. Vers 5000 avant Jésus-Christ, plus de 200 personnes ont été tuées par des coups violents à la tête, leurs crânes brisés avec des pierres polies. Des hommes, des femmes et des enfants figurait parmi eux, certains ayant également été atteints par des flèches. L'auteur du massacre ne s'est pas contenté de tuer ses victimes. Les archéologues ont aussi découvert des preuves de membres absents et de têtes coupées, montrant que la guerre et les raids violents existaient bien avant l'arrivée du métal. On ne sait pas précisément qui étaient Shepora et ses pillards, mais pour maîtriser autant de personnes, ils étaient indéprobablement puissants et cherchaient sans doute soit à prendre des captifs, soit à voler les provisions de leurs victimes pour renforcer leur propre établissement. Lorsque les victimes ont été tuées, les pillards ont jeté les corps dans une tranchée où certains semblent avoir été dévorés par des animaux sauvages. La brutalité aurait marqué certains groupes humains dès l'origine. La maîtrise du métal a permis aux humains de mieux se défendre, mais elle a aussi rendu les attaques comme celle-ci plus fréquentes. Des outils en fer tels que couteaux et haches faisaient aussi office d'armes défensives à l'âge du fer. Les humains renforçaient aussi les armes avec du métal, les rendant plus solides et meurtrières. Les épées sont apparues vers 3300 avant Jésus-Christ, et les humains ont vite équipé lances et flèches de pointe métalliques. Celles-ci pouvaient être utilisées pour la chasse et la guerre, ce qui signifiait que ces peuples anciens avaient désormais besoin de moyens pour se défendre contre les attaques. Les peaux d'animaux peuvent être tannées pour créer des vêtements en cuir offrant une certaine protection contre les attaques. La découverte du cuivre, du bronze et du fer a permis aux humains de s'enfermer dans des armures métalliques, réduisant ainsi considérablement le risque d'être tués lors d'un raid ou d'une bataille. Certaines des premières armures complètes proviennent de la Grèce préhistorique, où des exemples comme la dendropanoplie montrent une armure de protection couvrant tout le corps, fabriquée en bronze. L'armure à écailles fut bientôt produite en Eurasie et en Afrique du Nord, devenant la base des armures historiques associées à ces régions. À mesure que les humains passaient du conflit du Pléistocène à l'Holocène, il devenait évident que leurs croyances, tant culturelles que spirituelles, évoluaient avec eux. Certaines des plus grandes découvertes sur ces pratiques anciennes proviennent de Starkar, un site archéologique situé dans ce qui est aujourd'hui le comté de North Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Il y a environ 11 200 à 10 600 ans, les humains du début de l'Holocène prospéraient ici et ont laissé une mine d'informations sur leur mode de vie. Ici, cependant, parmi les preuves de travail du bois et de chasse, d'étranges artefacts ressemblant à des coiffes ont été découverts. Créés à partir des crânes et des bois de cerf élaphe, qui étaient abondants dans la région il y a des milliers d'années, ces objets avaient improbablement une signification religieuse ou spirituelle, des prêtres ou des chefs les portant lors de rituels, de danses et de cérémonies. Cette communauté mésolithique avait sans doute une croyance liée à la nature, avec plusieurs divinités formant un panthéon expliquant le soleil, la lune, le vent, la pluie, les rivières et les mers. Il n'y aurait probablement pas eu d'institutions religieuses formelles comme des temples à Starkar, et à la place, les histoires des dieux auraient été transmises autour de feux de camp et de festins après les chasses.
Plus tard, au néolithique, des lieux de culte désignés commencent à apparaître. À Çatalhöyük, en Turquie des structures semblables à des sanctuaires ont été trouvées parmi les bâtiments serrés, permettant aux habitants d'offrir des offrandes ou de renforcer leurs croyances. Les premiers exemples de structures considérées comme de véritables temples se trouvent à Göbekli Tepe, en Turquie, qui ont été construits vers 9600 avant notre ère. Cette structure monumentale aurait servi à des fins similaires et aurait pu être les lieux de rassemblement religieux ou cérémoniels pour ces peuples anciens. Une autre façon pour les humains de l'Holocène d'exprimer leurs croyances et leur identité culturelle était à travers l'art. Sculptures et peintures faisaient déjà partie du répertoire humain avant l'Holocène, puis sont devenues le plus complexes après la fonte des glaces et le réchauffement mondial. Les ossculptures, représentant souvent des animaux ou des humains stylisés, sont présentes dans le monde entier, témoignant des liens forts et croyances de ces peuples envers la nature et ses processus. Cerfs, bovins sauvages, chevaux et d'autres apparaissent souvent dans l'art du début de l'Holocène, servant à identifier les animaux adaptés à la chasse ou à des fins religieuses. À la période néolithique, la nature de l'art changea de nouveau, notamment avec le développement de la poterie à travers le monde. La poterie pouvait être peinte avec du charbon de bois et des ocres, et représentait souvent aussi bien des personnes et des animaux que des motifs géométriques simples comme des bandes ou des zigzags. L'art ancien de l'Holocène se distingue aussi par les monuments mégalithiques en pierre présents dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Ceux-ci pouvaient prendre différentes formes. Les menhirs étaient les plus courants, ce sont des pierres dressées seules, probablement utilisées pour des cérémonies religieuses et des rassemblements, mais les mégalithes pouvaient aussi servir à créer des tombes et à marquer des lieux de repos. Les dolmens et les cairns étaient deux exemples de pierres dressées de funéraires où les morts pouvaient être inhumés et commémorés en accord avec les anciennes croyances religieuses. Certaines des structures mégalithiques les plus spectaculaires sont les impressionnants cercles de pierre que l'on peut trouver à travers l'Eurasie, comme le célèbre Stonehenge. Cette structure, probablement le site cérémoniel ancien le plus célèbre, aurait servi à observer les solstices d'été et d'hiver, suivant les mouvements célestes et célébrant la vie, la nature et les anciens dieux. Bientôt, lorsque les établissements devinrent permanents et commencèrent à s'étendre au-delà d'un certain point, les cultures et les identités allaient se restreindre pour former des civilisations. Encore une fois, le croissant fertile fut l'un des premiers endroits sur Terre à abriter des civilisations avancées, avec l'arrivée des Sumériens vers 4000 avant Jésus-Christ. Avec la civilisation vinrent les premières villes du monde, comme Uruk et Ur, et bientôt, des systèmes d'écriture furent inventés, permettant aux humains de garder une trace de leur histoire, de leur culture et de prendre des notes importantes au quotidien. La civilisation allait se répandre à travers le globe au cours des siècles et des millénaires suivants, s'étendant d'abord vers l'Asie du Sud et de l'Est, puis finalement vers l'Europe du Sud. La propagation de l'humanité à travers le globe durant l'époque Holocène n'a pas été sans conséquence sur le monde qui nous a autrefois bercés. Tout comme nous avons peut-être été responsables de la disparition de la mégafaune du Pléistocène, une série d'extinctions supplémentaires a eu lieu à mesure que les humains se sont répandus dans les régions reculées du monde, où les grands animaux pouvaient auparavant éviter notre présence. Des animaux liés au Pléistocène ont survécu jusqu'au début de l'Holocène, avant de disparaître définitivement sous la chasse humaine excessive. La biodiversité des grands animaux d'Amérique du Nord a été gravement affectée par la propagation des humains au début de l'Holocène. Après l'âge de glace, une partie de la mégafaune a survécu, sous la forme de Notrothériops chastensis, ou le paresseux terrestre de Shasta. Le paresseux, mesurant environ 2,75 mètres, 9 pieds, vivait dans les fosses de goudron de la Brea en Californie, l'un des sites fossiles les plus riches d'Amérique du Pléistocène tardif et du début de l'Holocène.
Des poils et excréments de l'espèce ont été trouvés dans des grottes, ce qui a peut-être poussé les premiers humains à rivaliser directement avec elle. Ils ont sans doute chassé le paresseux pour sa viande et sa fourrure, ce qui a causé sa disparition il y a environ 10 000 ans. Une autre victime de l'Holocène fut Servalces scotti, l'énorme élancère, originaire de ce qui est aujourd'hui l'Est des États-Unis. Les derniers membres de cette espèce ont disparu au tout début de l'Holocène, il y a 11 500 ans, et là encore, il s'agissait probablement d'une victime de la surchasse. Étant donné l'immense taille de l'animal, il aurait été une cible de choix pour les groupes d'humains nomades qui formaient point des colonies au début de l'Holocène et qui voulaient le chasser pour sa viande. L'Holocène a également vu la disparition du tapir d'Amérique du Nord ainsi que des derniers glyptodontes survivants, de grands-parents du tatou et du puissant chat à dents de sabre, Smilodon fatalis. En Eurasie, les mammouths ont été éradiqués de la majeure partie du continent, mais ils n'ont pas disparu avant environ 4000 ans. Les derniers mammouths étaient confinés dans les régions isolées de l'île Wrangel, au large des côtes de la Sibérie. Faute de diversité génétique, les derniers mammouths laineux, très consanguins, souffraient et sans doute de nombreux problèmes de santé à cause du goulot d'étranglement démographique lié à leur isolement sur une île. Des conditions météorologiques extrêmes et des tempêtes inhabituelles auraient pu accélérer leur disparition, mais on ne pense pas que les humains aient contribué à l'extinction de ces populations insulaires. La chasse excessive aurait décimé les dernières populations de l'élan d'Irlande et de l'aurochs. Ce dernier, une espèce de bovin géant à l'origine des vaches modernes, a en fait réussi à survivre jusqu'en 1627, mais ces différentes sous-espèces ont lentement disparu du monde au cours du début de l'Holocène. Les extinctions de grands animaux survenaient cependant et souvent à l'arrivée des humains dans une région. Au cours de l'Holocène, nous avons perdu les oiseaux éléphants et les lémuriens paresseux de Madagascar, les hiboux géants de Cuba, les moas de Nouvelle-Zélande et du Pacifique Sud, ainsi qu'innombrables espèces entre les deux. Malheureusement, ces extinctions persistent avec l'avancée de l'humanité à travers la planète, et nous nous retrouvons à risquer de perdre encore plus d'espèces à mesure que nous avançons dans l'ère moderne. Le changement climatique, la surchasse et la destruction des habitats menacent autant aujourd'hui qu'à la fin de l'ère glaciaire. Nous vivons encore dans l'Holocène, mais certains proposent de nommer l'époque actuelle Anthropocène pour refléter l'ampleur des changements liés à l'essor de l'homme, des technologies et de l'expansion mondiale. Aujourd'hui, depuis nos premières origines dans les forêts de l'Holocène précoce, nous avons réussi à nous étendre à travers le monde, à conquérir tous les environnements que nous rencontrons et à développer des technologies pour nous aider à maîtriser la plupart des problèmes qui se présentent à nous. Nous sommes plus qu'une espèce mondiale, une force pour le bien et le mal sur notre planète verte.